Puis les gens avaient besoin de dire, même si ça n'affecte pas la manière que l'entreprise fonctionne, les gens ont besoin de sentir qu'ils ont été entendus. Et là, on le voit un peu partout. C'est des grands manifestants, les Français. En fait, le phénomène des Gilets jaunes se poursuit. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du blog Culture Fleu. Je suis Marianne Viadet et je vais partager avec vous quelques astuces pour vous aider à mieux réussir votre cours de français langue étrangère. Vous pouvez bien sûr aller faire un tour sur le site culture-fleu.de. Vous y découvrirez toutes sortes de conseils pour animer votre cours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Julie Barlot, co-autrice avec son compagnon Jean-Benoît Nadeau du livre « Ainsi parlent les Français ». C'est un livre sur lequel je suis tombée un petit peu par hasard, qui est déjà sorti en 2018, mais que j'ai trouvé tellement intéressant que j'ai absolument tenu à faire une interview de ses auteurs. On y découvre tous les petits travers des Français et surtout leurs explications. J'ai trouvé ça absolument passionnant et j'espère que vous apprécierez l'interview qui suit. Bonjour Julie Barlot. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter pour nos auditrices et auditeurs? Qui êtes-vous? Avec plaisir. Je suis journaliste et auteur. Je publie dans les magazines, des revues et des journaux partout, en fait en Amérique du Nord, surtout au Canada. J'écris en anglais et en français, donc c'était ma première carrière, si vous voulez. Et ensuite, après quelques années de journalisme, j'ai commencé à écrire des livres et publier des livres avec mon co-auteur, qui est également mon époux. Et il est également journaliste de magazine, Jean-Benoît Nadeau. Donc, on a à ce jour publié 7 ou 8 livres sur la langue, sur la culture, sur la France, mais sur d'autres sujets également. On est assez diversifié, généraliste dans notre carrière de journaliste. Mais c'est vraiment des livres sur la France. On a vraiment misé beaucoup sur l'écriture sur la France, la culture française, la langue française. Donc, c'est un peu mon parcours. Et comment vous en êtes arrivé justement à vous concentrer sur la France et la culture française? Mais c'est une question intéressante. Je suis, évidemment, vous entendez mon accent, je suis anglophone, d'origine anglophone. Je suis venue au Québec, m'installer au Québec pour mes études à l'origine et j'ai rencontré Jean-Benoît, mon co-auteur, et on s'est mariés. Et on a commencé nos carrières en journalisme ensemble et on a décidé à un moment donné qu'on voulait quitter le Québec et on voulait, comme bien des gens jeunes, on voulait faire quelque chose à l'étranger, on voulait visiter d'autres pays. Et donc, on a appliqué, puis on a eu une bourse d'une fondation américaine qui nous a envoyés en France 2 ans. Toutes les dépenses étaient payées, on était censé... en fait, c'est Jean qui a eu la bourse, je l'ai accompagné. Il avait à produire des espèces de bulletins sur la France et on a fait ça pendant 2 ans. Et on avait choisi la France parce que, évidemment, à ce moment-là, j'avais appris le français, on avait des capacités linguistiques. Tout simplement, c'était pas un pays qui nous fascinait en partant. Je dois l'avouer, c'est un peu drôle de dire ça maintenant, mais c'était une belle opportunité. On avait visité la France. Je dois avouer qu'on n'a pas vraiment adoré la France lors de notre première visite, entre autres parce qu'on a tombé dans certains pièges de visiteurs qu'on a décidé par la suite de tenter d'expliquer. Donc, les livres sont partis vraiment d'une question de intercompréhension culturelle. On était sûr qu'il y avait quelque chose qui nous dépassait en France. Et on est parti un peu avec cet esprit-là. Donc, le premier livre qu'on a publié, ça s'appelait « Pensez-vous c'est français ». Et alors, justement, ça parlait de quoi un petit peu? Ça parlait de... En fait, la question la question à laquelle on était censé répondre dans le cadre de la bourse, c'était pourquoi les Français résistent à la mondialisation. En 1999, c'était une drôle de question, mais tout le monde parlait de mondialisation et la France était vraiment perçue comme un pays qui voulait pas
en fait, participer à cette mondialisation. Puis on s'est rendu compte, à peu près quelques semaines en France, que c'est pas vrai. C'était pas que la France ne voulait pas participer à la mondialisation, c'est que ça signifiait vraiment autre chose en France. Et la raison, c'est simple, c'est que la France s'organise selon un système de valeurs, mais complètement différentes. Et les gens ne voient pas l'économie de la même façon et la politique. En fait, quand on a commencé à scruter vraiment la manière que les Français percevaient les institutions de leur société, c'était pas du tout la même chose qu'aux États-Unis. Donc, c'était vraiment un malentendu, mais complet, quoi. Donc, on a décidé d'écrire un livre pour démystifier un peu la France. À cette époque-là, donc on parle de politique, de cuisine, de géographie, d'éducation. On passe tous les sujets dans ce livre-là. Et pour expliquer la manière que les Français voient leur société, puis qu'ils voient le monde, en fait. Et les gens trouvent ça très utile pour visiter, pour travailler en France, pour comprendre pourquoi on ne comprend pas la France, en fait. C'est ça. Donc, le premier livre et le deuxième livre est parti d'un chapitre dans ce livre-là sur la manière que les Français parlent. En fait, on est parti juste simplement avec l'idée d'essayer d'expliquer comment les Français communiquent, comment ils s'expriment, pourquoi on ne comprend pas les Français quand on va en France. Puis l'idée, c'était, on a eu l'idée vraiment on était à New York, on rencontrait notre éditeur, l'éditeur du livre précédent. On a essayé de chercher une idée parce qu'on avait vraiment envie de retourner en France. On a eu nos deux jumelles depuis le premier séjour en France. On est devenus parents, puis on avait envie de retourner en France. Puis on avait envie que les filles voient ce que c'est, puis qu'elles vivent là-bas. Donc on a cherché un sujet et on a décidé que c'était vraiment il restait une espèce de malentendu, source d'incompréhension entre les visiteurs et les Français. Et c'est vraiment la manière qui s'exprime, qui est pas la même manière. Donc, ça mène à beaucoup de malentendus, d'inconfort, de problèmes de travailler ensemble. Ça crée des problèmes. Et donc, on a décidé de passer un an à Paris et chercher toutes les manières d'aborder ce sujet-là dans le livre. Donc, c'est ainsi par les Français. Et donc, c'était un livre qui était plutôt à destination des personnes nord-américaines, en fait. Mais à l'origine, mais il faut dire qu'on écrit, nous, dans les deux langues et on prend ça nos sujets tout le temps dans les deux langues. Donc, à chaque fois qu'on part un livre, comme on dit, on pense à des lecteurs nord-américains et ensuite québécois et francophones et français. La raison pour laquelle on commence en anglais, c'est vraiment une question d'argent. Les maisons d'édition à New York avaient plus de moyens à nous offrir, en fait, en tant que d'appui financier pour faire un livre. Et donc, on a décidé de lancer l'idée, de proposer le sujet à notre éditeur à New York parce qu'on savait qu'il nous donnerait de l'argent pour le faire. Mais on a toujours pensé à le faire dans les deux langues. Donc, lors de notre recherche, on a vraiment tenu... enfin, on a pris on a pensé toujours aux questions que les Français poseraient aussi et à la manière que ça surprendrait peut-être les Français. Mais c'est ça, mais c'était conçu en anglais et écrit la première version en anglais. Donc, on l'a lancé aux États-Unis, en Angleterre. J'ai passé 2 semaines en Angleterre. Vraiment, les Britanniques sont fascinés par la France, mais content de comprendre dans ce livre-là qu'est-ce qui marche pas, pourquoi ça marche pas quand ils essaient de communiquer avec les Français. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de malentendus entre Français et anglophones et en général. Et alors justement, vous disiez, vous avez aussi, donc vous aviez cette idée au départ de traduire le livre en français pour vous adresser aussi aux Français.
Et je crois que vous avez fait un petit peu le tour des alliances françaises. Quelle a été un peu la réaction des Français vis-à-vis de ce livre? Mais en fait, la réaction des Français, on a visité des alliances françaises et on a lancé le livre l'automne dernier. On a fait le tour des médias en France. Les Français étaient surpris d'apprendre des choses dont ils n'étaient pas conscients. Donc, je sais pas si je peux dire que les Français se soucient à ce point-là de la manière qui sont perçus, ce que les étrangers pensent d'eux. C'est pas ça qui intéresse les Français, mais ils étaient quand même fascinés d'apprendre, de voir quelqu'un comme décortiquer la manière qu'ils interagissent entre eux. Donc, on parle le livre avec le célèbre cas du bonjour. Puis, c'est drôle. Les Français ils pensent pas parce que c'est tellement dans les coutumes, personne, ça vient pas à l'esprit qu'il faut dire bonjour à chaque fois qu'on adresse la parole à quelqu'un ou qu'on rentre dans un magasin. Ou en fait, pour toute interaction, il commence par bonjour et il pense pas parce que c'est tellement naturel, c'est un réflexe. Donc, c'était intéressant de voir que, en fait, il y avait des gens qui croyaient pas. même ayant lu le livre, ils nous ont invités à parler du livre. En fait, je parlais à un cas d'une école de journalisme dont le professeur avait entendu parler du livre. En fait, il a assisté à un des événements du lancement, puis il nous a invités par la suite à venir parler à ses étudiants en journalisme. Et il y avait une jeune dans la classe qui est venue tout de suite. Il y a toujours quelqu'un qui est un étudiant qui parle beaucoup. Puis c'était lui. Puis elle avait le main, puis il m'a dit, j'ai lu votre livre, je trouve ça intéressant, mais je vous croyais pas. Que le bonjour était important. Donc, l'idée derrière le bonjour, pour l'expliquer d'abord, c'est que on peut pas parler à un Français, on peut pas avoir une interaction avec un Français sans commencer la conversation par le bonjour. Ça, c'est les étrangers, ils comprennent pas du tout ça. Mais, puis je peux revenir, puis je vais pas en parler plus, mais pour le Français, c'était comme une révélation. Ils s'en rendaient pas compte à quel point c'était important. Fait que lui, ce jeune-là, il est retourné faire l'expérience dans la librairie qu'il avait l'habitude de fréquenter, où il était connu, d'ailleurs, et il est rentré dans le magasin, dans la librairie, puis il a pas dit bonjour. Puis il a fait exprès. Puis là, il nous racontait ça par la suite. En fait, il se sentait d'abord très, très, très mal à l'aise parce que, en fait, ça se fait pas. Puis il a dit par la suite que le libraire a rien fait. En fait, il n'est pas venu le voir. En fait, il y a zéro interaction. Puis il a dit, donc, j'ai testé la théorie, c'est vrai. Il faut absolument dire bonjour, sinon il se passe rien. Puis comme on le décrit, le bonjour est une espèce de, c'est dans ce que les linguistes appellent des fatigues. En fait, c'est pas vraiment un mot, mais c'est un signal. Puis ça veut dire, je vous demande la permission de vous parler, de vous poser une question, de vous demander une information. Et croyez-moi, on a testé dans plus. Vous voyez dans le livre, on a testé ça dans plusieurs contextes et situations et à chaque fois c'était la même chose. On dit pas bonjour et peu importe l'urgence de la situation, il ne se passe rien. Mais rien là. Puis je raconte ça dans le livre. Je voyageais avec un ami qui est handicapé, qui est en fauteuil roulant. Puis on se promenait à Paris. Puis moi je me disais que s'il y avait un moment où je serais peut-être pas obligée de dire bonjour et je pourrais passer direct à la question, c'est bien avec lui dans cette situation dont on était dans le métro et on trouvait pas la manière de rentrer le fauteuil dans le métro. Mais non, j'ai par accident par distraction, j'ai pas dit bonjour à l'agent
qui était là à la kiosque au métro. Puis j'ai fait ce que je fais comme Nord-Américain, je dis tout de suite excusez-moi, hein, puis je pose la question puis j'attends pas la réponse. Mais dans ce cas-là, je pensais que c'était comme évident ce qui se passait. J'étais là avec un gars en fauteuil roulant, puis on était vraiment en situation un peu, pas de détresse, mais on était perturbés par, euh, par le problème, puis non. Mais là, oui, c'était un peu urgent, oui. L'agent me regarde, puis il attend bonjour. pour vraiment envoyer le message. Fait que là, j'ai compris qu'il y a pas d'exception à la règle. Vraiment pas. Fait que c'était ça, c'était plaisant de raconter, en fait. C'est pas plaisant d'avoir ces expériences-là, mais c'était plaisant de raconter à quel point. Puis les Français le gars même, vous lui dites, savez-vous, monsieur, qu'il faut absolument dire bonjour consciemment, il pense pas. Non. Mais c'est dans les coutumes, c'est dans les habitudes. C'est exactement ça en fait. Moi, j'ai tout de suite, en tout cas, je vous ai cru tout de suite. Ça m'a semblé tomber sous le sens, mais c'est vrai que spontanément, j'y avais pas du tout pensé. Et je pense que ça explique effectivement pourquoi j'ai certains apprenants qui reviennent ravis et d'autres pas, parce que spontanément, il y en a peut-être qui pensent à le dire et d'autres qui ont peut-être plus de difficultés. C'est certainement moins évident en Allemagne. C'est vrai que en France, on apprend depuis tout petit à commencer avec ça, et puis les Français, en plus, ils n'hésitent pas à vous faire comprendre que vous ne vous comportez pas comme il est attendu. Mais c'est drôle parce que quand on écrit le livre, ainsi par les Français, on a dit, est-ce que ça va être un livre qui va juste vraiment uniquement adressé aux gens qui parlent français ou aux bilingues. Puis on s'est dit, dans le fond, toutes ces affaires-là, le bonjour, puis il y en a d'autres, le no, on parle dans chapitre. Vous êtes mieux de maîtriser ces codes-là que de pouvoir s'exprimer parfaitement en français. En fait, ça ouvre les portes, même si vous vous exprimez mal. Il y a une certaine souplesse, je pense, en tant que voyageur, même en France, surtout maintenant à Paris. Si vous parlez pas français, je pense que les gens vont faire l'effort, surtout s'ils parlent un peu anglais. Je suis réticent des Français à parler en anglais, mais ça passe. Mais si vous connaissez pas les codes de base, d'abord vous allez insulter tout le monde parce que vous dites pas bonjour puis vous attendez pas qu'ils redisent bonjour avant de continuer la conversation. Vous savez pas qu'il faut d'abord dire bonjour quand on rentre dans un magasin. C'est vraiment un problème pour les étrangers qui ne comprennent pas qu'en France, c'est au client de demander la permission un peu de rentrer dans l'espace puis de demander de l'aide, en fait. Et non pas du commerçant à accueillir le client. Donc, ça passe aussi par le bonjour. On rentre dans un magasin, peu importe, même un grand magasin, puis on dit toujours bonjour avant d'exprimer notre besoin. Mais je pense que les gens qui apprennent le français puis qui apprennent ça en même temps, ben ça va rendre la conversation tellement plus facile. Plus facile. L'accueil va être tellement meilleur. En fait, c'est vraiment un livre qu'on voulait utile pour les gens. Et pour revenir à la question des Français, c'est intéressant parce que ici à Montréal, on a une forte population de Français. Et lors des événements du lancement, il est venu comme plusieurs couples ou membres d'un couple mixte, un Québécois avec un Français ou un anglophone avec un Français. Puis ces gens-là, mariés avec un Français qui souffrait depuis des décennies parfois de problèmes de couple reliés à ces codes-là, nous ont dit merci, ça m'aide tellement à comprendre là où il y avait des problèmes des malentendus et tout ça, mais ça nous a fait rien. Ça, on s'attendait pas du tout à aider des gens avec des problèmes de couple, mais tu sais, c'est des affaires de base, on n'y pense pas, puis si on n'est pas conscient de ça, on peut pas, on l'exprimera pas aux étrangers. C'est-à-dire que les Français vont pas se dire c'est correct pour les étrangers qui ne disent pas bonjour parce qu'ils savent pas. En fait. Oui, c'est ça que je trouve vraiment très très bien dans votre livre et c'est pour ça que je trouve ça si intéressant pour les professeurs de français langue étrangère. Ouais. C'est que
Ce sont les Français qui font ces manuels pour les apprenants de français langue étrangère. Et eux non plus ne sont pas du tout conscients de tout ça. Ah Et non? c'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'avoir ce livre. Ça leur permet de prendre conscience de ça et de pouvoir ensuite l'expliquer aux apprenants. Bah, si ça marche pas, c'est parce que il y a des codes à maîtriser, effectivement. Ouais. Ouais. Mais c'est pas compliqué, en fait. Quand on y pense, on a résumé pas mal les codes importants dans un livre qui est pas si long que ça. Puis le no, évidemment, c'est l'autre problème. En fait, le no qui signifie pas no. Oui. Quand les Français le disent, puis ça, je dois dire, ça m'a pris du temps avant de comprendre que comme étranger, surtout la première fois que j'ai vécu en France, mon français était pas aussi, je parlais pas si couramment couramment, mais j'avais comme des petits problèmes. Puis j'étais donc en partant un peu intimidée. J'étais dans la situation de quelqu'un qui apprend le français. Puis là, j'essaie d'embarquer dans la conversation avec des gens de mon coin, le boucher, la boulangerie, etc. Puis c'était souvent la réponse, c'était une espèce de no carré à mes questions. Et donc, mais une sorte de no, genre définitif, ça n'existe pas, on ne peut pas. Les Français ils réagissent souvent comme ça. Et dans le fond, ça m'a pris, je sais pas, partie d'une année là, à comprendre que dans le fond, c'est juste leur coutume de répondre de même. Quand ils sont dans l'incertitude, ils vont plutôt dire non que je ne sais pas. Mm-hmm. Ils disent jamais je ne sais pas. Et les Nord-Américains, surtout les Nord-Américains, disent je ne sais pas pour montrer un peu leur ouverture, qui ne veut pas mettre fin à la conversation. En fait, des fois, ils disent je ne sais pas quand ils savent. C'est un réflexe qu'on a, nous. Mais les Français sont absolument le contraire. Et je pense que c'est pas juste les Nord-Américains. Pour bien des cultures, c'est un peu... on est en choc quand on essaie d'avoir des informations, d'avoir de l'aide, de jaser avec les gens, puis on rencontre toujours cette espèce de non, 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 non. Mais comme on l'explique dans le livre, il faut prendre ça comme une position de négociation, une invitation à continuer. Et une fois qu'on a surmonté ça, on se rend compte que dans le fond, les Français vont être très, très accueillants et ils vont vous aider avec compétence et même joie des fois, mais c'est juste qu'il ne faut pas croire que non, c'est non, il faut continuer à la négociation. Donc, je raconte dans le livre l'histoire donc, que vous avez sûrement vu. Oui, avec le ticket de transport. C'est ça. Fait que j'arrive, j'avais comme... C'était avant de me rendre compte, avant de vraiment penser à ce no. Mais je suis allée chercher une carte de métro et avec mes filles, puis la dame derrière la kiosque, j'ai dit, est-ce que je peux avoir le passe métro pour le mois? Je suis résidente parisienne, puis j'avais oublié mes papiers, puis elle m'a dit, non, c'est pas possible, vous n'avez pas vos papiers. Puis là, je savais, rendu là, que il y aura probablement une manière de l'avoir pareil. J'ai continué à discuter avec elle, j'avais mes filles à côté de moi, puis là, on a parlé du quartier, puis là, finalement, j'ai laissé tomber les noms de certains documents en France que je savais qu'elle saurait, qu'elle comprendrait que j'ai été vraiment résidente en France. J'ai parlé de l'école, j'ai nommé l'école de mes filles, fait que là, elle va sur l'Internet, puis elle regarde l'école, puis elle regarde mon adresse, puis ça suffisait finalement. Mais c'est pas qu'elle va dire, bon, il y a peut-être une manière d'y arriver. Elle va dire non. Puis c'est à moi de trouver la manière de détourner le non pour arriver à oui. Puis finalement, ça s'est bien passé. J'ai eu les cartes et on est parti heureuse. Mais c'est vrai que justement, ce passage-là, moi, ça m'a fait prendre conscience justement d'automatisme que j'avais en Allemagne. Ah oui? Et, parce que je comprenais pas que non, c'était non, en fait. Je continuais à expliquer, non, mais enfin, il doit bien y avoir une solution. Et on ne proposait pas de solution. Hein. C'est arrivé que, bah voilà, en fait, en Allemagne, non, c'est non. Ouais. Ça m'a permis de comprendre ces situations-là en creux, en fait. Parce que oui, culturellement, j'ai pas l'habitude, en fait. Pour moi, le non,
je m'arrête pas là, effectivement, c'est exactement ça. Ouais. Mais c'est surtout quand on est dans cette situation, surtout un apprenant. En fait, on n'a pas le pouvoir. J'ai été cette personne-là. J'ai appris le français à partir de l'âge de 20 ans. J'ai été dans cette situation-là où on a envie de communiquer, non seulement pour des raisons pratico-pratiques, mais en fait, on va en France pour parler avec les gens et rencontrer des gens et on n'est pas en situation Oui, de pouvoir. fait que, oui, je comprends bien. Oui, c'est non, c'est quand même pas très encourageant. Hein. pas du tout, mais en fait, c'est pas aux Français de changer leur culture et je veux dire, la réaction des gens, c'est souvent pourquoi ils font ça, non, pourquoi ils sont si bêtes, en fait. Mais c'est pas à eux autres de changer la culture, c'est à nous qui visitent leur pays de comprendre comment se comporter, en fait. Et sans le bonjour et sans la compréhension du sens du no, on est perdu d'avance un peu. Oui, la culture, je pense pas, on la changera pas, mais si les gens sont ouverts, c'est le principal. Vous dites, vous, qu'une fois qu'on maîtrise ces petits codes-là, les gens sont quand même assez patients avec les apprenants. Ils sont aussi ouverts à la diversité des accents. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Oui, il y a eu un changement, je dirais, entre notre premier séjour en France autour de l'an 2000, en fait, et le dernier en 2013-2014. Et ça continue. On a constaté que ça continue. Les Français sont plus ouverts, plus intéressés surtout par la culture nord-américaine. Il y a moins de préjugés, d'a priori. J'ai beaucoup senti cette ouverture-là, surtout, je dirais, au sujet du Québec. Mais je pourrais dire probablement que le Québec est une sorte de baromètre de l'attitude des Français envers les étrangers, parce qu'on est quand même les étrangers ici, pour eux. Mais ils jugeaient l'accent comme une sorte d'accent, l'accent québécois comme un accent qui était pas très raffiné. Ils ridiculisaient l'accent souvent Mhm. lors de notre premier séjour. Puis c'est pas ça, c'est pas l'accent, c'est en fait la possibilité, le modèle de société du Québec. Il y a des gens qui voyagent au Québec. En fait, tout le monde a quelque chose à raconter sur le Québec en ce moment. Donc, ça a comme fait tomber les préjugés par rapport à l'accent. Et l'accent, il limitait ça auparavant, il limitait l'accent un peu pour rire de nous. Puis là, c'est pas ça. Là, les artistes québécois sont très, très présents à Paris. Puis ça a changé un peu le statut, je dirais, de la culture québécoise. Les gens s'y intéressent, ils voient, les Français voient, sont en période de questionnement profonde, je pense, par rapport au modèle français même. Puis on voit ça dans d'autres aspects. On fait ça pas seulement à propos de la langue. Mais il y a une ouverture, il y a une recherche d'idées, de possibilités, d'autres façons de faire, qui fait que les Français sont... Bon, nous, on a senti comme des espèces de vedettes culturelles là, en France. Bon, tout le monde voulait nous raconter l'histoire de l'ami ou membre de leur famille qui avait vécu ou séjourné ou visité le Québec. Et en fait, la question qui était intéressante, c'était, il demandait tout d'un coup spécifiquement d'où on venait au Québec. Et il parlait d'endroits spécifiques, ça montrait qu'ils avaient une connaissance quand même pas aussi superficielle qu'avant. Et ça nous a frappé. En fait, les gens nous racontaient des histoires, des gens qui étaient à l'Abitibi, dans les cantons de l'Est, dans les Laurentides. En fait, les gens savaient les régions géographiques du Québec, ce qui nous a surpris. Mais il y a beaucoup d'échanges. Maintenant, il y a énormément de Français, de jeunes Français qui viennent au Québec et c'est perçu... Ben, en fait, c'est de l'Amérique du Nord version française. Donc, avec une idée... Ils associent ça avec une idée de liberté. Puis, ils sont pas tard. Mais c'est un autre sujet. Mais c'est vrai, oui, vous avez raison. En tout cas, c'est ce que je ressens, moi. C'est
même le parisianisme est remis en question. Il y a des personnes qui viennent, enfin, je sais pas du coup quelle est l'appellation, on n'a pas de nom générique, mais par exemple de Creuse, j'ai entendu un reportage récemment sur les Creusois qui se soulevaient justement parce que certains Parisiens se moquaient d'eux. C'est précisément ce que vous décrivez. Et là, je pense qu'ils sont en train de changer d'attitude et j'entends même à la radio, quand on parle de certains quartiers parisiens, une explication sur ce que c'est que tel quartier pour les gens qui ne connaissent pas Paris. Et ça, je trouve ça bien, effectivement. Ouais, ouais, alors, il y a définitivement un changement qui se passe, mais c'est aussi l'effet en fait les Français sont très exposés comme tout le monde aux autres cultures et ils sont c'est quand même une La culture. mondialisation, après tout. Oui, c'est ça exactement, ça se passe. Mais au niveau de ils sont, moi je dirais généralement grâce à leur système d'éducation qu'on a vécu, en fait l'école française, ils sont cultivés, on en parle dans le livre, ils adorent ils valorisent beaucoup la culture générale. Et donc, par conséquent, le voyage, goûter à d'autres cuisines, parler d'autres langues, ils sont beaucoup moins enfermés sur eux-mêmes, c'est une expression? C'est ça. Ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus intéressés partout parce que ça prolonge un peu ce qui était très culturel des Français, c'est-à-dire qui aiment beaucoup savoir, parler de choses, améliorer leur culture générale. Ils apprennent ça à l'école, là, très jeunes. Et, et donc, là, on a la connaissance d'autres cultures, d'autres langues, entre autres le Québec, qui s'ajoute à cette espèce de fond de connaissances culturelles. Et ils en sont fiers. Quoi. En tout cas, moi, je trouve de façon générale que il y a certains sujets dont on parle très aisément avec les Français, la langue en étant un, et évidemment pour les Québécois, c'est facile et c'est un sujet, vraiment un sujet facile pour échanger avec les Français. Mais la cuisine, évidemment, la géographie, l'histoire, en fait, il y a des sujets dont on parle dans le livre qui sont mieux que d'autres. Oui, vous parlez justement, oui, de cette. Enfin, du coup, je me suis demandé si le small talk à la française, c'était pas précisément le fait de parler d'art. Ça recoupe un petit peu le témoignage d'une étudiante ukrainienne dans un manuel de FLE qui reprochait justement aux Français de pas parler de choses personnelles, mais plutôt de parler d'art et de littérature. Oui, oui. Puis les choses personnelles suivent, éventuellement. Mais Oui, moi je pense qu'il parle de choses personnelles, mais elle, c'était son ressenti. En tout cas, à la première approche, ouais. les Français parlaient trop de cinéma et Oui, ben, elle a absolument raison. Et la raison est que, et ça revient au code, les Français aiment beaucoup exprimer des opinions. Puis ils apprennent, en fait, ce qu'on a vu et on savait, ils apprennent beaucoup à formuler leurs pensées, à avoir une opinion, un avis sur le plus d'affaires possible. Ça fait partie de ce dont je parlais tout à l'heure, la culture générale qui est très valorisée. Mais non seulement ça, les Français, je veux dire, le but de la conversation en France, c'est pas tant d'échanger comme un Nord-Américain, on jase un peu de ce qu'on fait dans la vie, c'est le genre de questions qu'on pose ici. Non, pour les Français, on commence pas la conversation en demandant à quelqu'un qu'est-ce que vous faites dans la vie, genre pour trouver des choses en commun, c'est pas ça qui les intéresse. Ils vont exprimer une opinion sur quelque chose, des fois quelque chose qui est assez en fait, des opinions plus tranchées auxquelles on est habitué au Québec. Mais toujours, on va dire quelque chose, à la limite, quelque chose d'assez, en fait, ça peut même être insultant, mais pour un Français, l'important, c'est de l'exprimer, puis de lancer la balle et de vous laisser revenir avec une autre opinion, etc. Donc, ça, votre étudiant a bien compris le jeu. Pour faire ça, il faut rester aux choses, aux idées, aux choses. En fait, on parle d'événements culturels à Paris avant qu'on commence à parler
d'argent, surtout, on parle jamais d'argent avec les Français, et choses personnelles. Mais cette idée de comme lancer une opinion forte, là, une grossièreté, là, comme on dit, ça aussi, ça peut être déconcertant pour l'étranger d'entendre le français, c'est que se prononcer sur tout, là, sans avoir ben, l'autorité en quoi que ce soit, en fait. Mais c'est pas ça le but, là. Le but, c'est de dire quelque chose, puis de lancer la balle, puis la conversation devient une sorte de jeu. Puis après ça, l'espèce d'intimité entre... Ça s'installe éventuellement. Ça mène à des confidences. Il y a des signes évidents quand on devient l'ami d'un Français, c'est qu'ils s'ouvrent, ils parlent de leur boulot, ils parlent de leur famille, en fait. Mais c'est des choses qui viennent plus tard. Donc, si on tente de faire connaissance avec quelqu'un en parlant tout de suite de notre famille puis de notre emploi, ça marche pas. Puis donc, je trouve ça inintéressant à la limite. Ça fait pas partie des choses qui sont considérées pertinentes pour ce niveau de relation avec quelqu'un. Oui, c'est personnel, donc on ne se livre pas aux inconnus, oui. C'est ça. Mais je trouve ça vraiment intéressant la manière dont vous avez réussi à décortiquer justement ces petites choses. Il y a non seulement le fait d'en prendre conscience, enfin, pour vous, voilà, vous avez un regard extérieur, mais pour les Français, ce qui est intéressant, c'est non seulement de prendre conscience de ça, mais en plus, vous arrivez très bien à décortiquer ce qui se cache derrière. Ça, je trouve ça vraiment génial. Mais on a observé, on a employé notre technique de journaliste, évidemment. On a beaucoup parlé avec des gens, ça fait des années, ça fait plus que 20 ans qu'on parle régulièrement avec des Français. Mais on a aussi, comme vous voyez, on a aussi enquêté sur des sujets, on a consulté des experts, on est allé voir des professionnels, on a testé les choses et par la suite, on a fait des recherches journalistiques, même limite académiques, à quelques reprises, pour s'assurer qu'on n'écrivait pas un livre qui était basé juste sur nos perceptions. Donc, c'est intéressant d'entendre certains experts, en fait, nous expliquer un peu mieux d'où viennent ces réflexes-là. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est cette espèce de... c'est en fait un expert en ressources humaines que Jean-Benoît a rencontré. Et nous, on avait l'impression qu'il fallait qu'il parle les Français. C'était très important. C'était important de ne pas museler un Français. Il faut qu'il puisse s'exprimer, peu importe. Et ça fait partie de la manière qu'il valorise l'expression d'opinion, comme je viens de parler. Mais effectivement, dans les milieux d'affaires, c'est connu, en fait, les problèmes. En fait, c'est des étrangers, des experts d'étrangers qui étudient ça, mais des Français aussi. Si les gens n'ont pas la possibilité de s'exprimer, ils sont mal. En fait, on peut pas... Et quand on arrive, on parlait, je pense, de l'exemple d'une nouvelle rédactrice en chef d'un journal qui est arrivée puis qui a eu un style un peu prendre des décisions sans consulter, un peu aller vite, ce qui se justifie dans certains cas, évidemment. Mais dans ce cas-là, ça a vraiment pas marché. Puis les gens avaient besoin de dire, même si ça n'affecte pas la manière que l'entreprise fonctionne, les gens ont besoin de sentir qu'ils ont été entendus. Et là, on le voit un peu partout. Je veux dire, c'est des grands manifestants, les Français. En fait, le phénomène des Gilets jaunes se poursuit. Les gens ont besoin de s'exprimer, puis ils ont besoin de... Exactement, mais il y a certains politiques qui devraient peut-être lire votre livre, en fait. Oui, peut-être, je ne pense pas que ça mettrait fin à la crise. Là. Non, mais c'est intéressant parce que on est parti avec ce livre et le livre précédent. On a toujours l'espoir d'améliorer l'intercompréhension un peu entre les gens. En fait, c'est un peu ça la culture pour nous. Là. C'est cette espèce c'est l'interface entre en deux cultures, en fait. Comment on peut
il nous a toujours semblé que, comment je peux expliquer, il y a des affaires de base, là, une fois qu'on a compris ça, on est capable de mieux s'exprimer, de mieux. Les gens sont partout pareils, les besoins des gens sont partout pareils. Mais la manière que les gens voient les choses affecte la manière qu'ils perçoivent les autres. Et si on comprend pas les codes de base, on est un peu perdu. Oui. Oui, et alors il y a aussi un autre passage qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand vous parlez de l'école française. Et à votre avis, en fait, vous dites que l'école française encourage l'oral et les questions que vous avez observées chez vos jumelles, justement, une tendance à Mm. poser plus de questions. Et ça m'a Mm. vraiment surprise parce que moi, j'avais plutôt une image d'un système où on écrit beaucoup. Et justement, comme je vis en Allemagne, le système allemand est plutôt connu pour encourager la participation à l'oral. Et finalement, je trouve que les élèves allemands sont plutôt taiseux comparés aux Français. Et je me suis demandé d'où ça venait. Mais finalement, vous trouvez qu'en France, on encourage l'oral, donc ça correspond à ce que j'observe, mais juste, ça va pas tout à fait dans le sens de ce que je croyais. Oui, mais en fait, parce que la langue, il valorise énormément l'apprentissage de la langue, on s'entend, et la langue dans sa version écrite, évidemment. Les Français, c'est-à-dire que c'est vraiment le sujet par excellence. Tout le monde se soucie beaucoup de la qualité de la langue, des dictées, en fait. Les parents à notre école s'inquiétaient beaucoup parce qu'il y avait un professeur qui ne donnait pas assez de dictées. En fait, ils sont vraiment obsédés par la langue pour des raisons historiques. Oui. On peut y retourner. Mais et l'oralité, en fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'importance de s'exprimer. C'est pas l'oral dans le sens nécessairement spontané. Les enfants, nos filles, n'ont pas à improviser, en fait, n'ont pas à aller devant la classe puis parler, puis en fait, mais c'était pour présenter des choses devant la classe, c'était pour s'exprimer bien, et souvent des choses qui étaient préparées. Genre, il lisait des poèmes, il présentait quelque chose qui était présenté, en fait, dont l'origine était écrit. Ça, c'est intéressant, mais le fait de s'exprimer, puis de poser des questions, puis d'avoir une opinion, et nous, nos filles sont, je dirais pas timides, mais réservées. Et les deux enseignants nous ont dit, après quelques semaines à l'école, qui s'inquiétaient un peu que nos filles s'exprimaient pas assez. Et je pense qu'il y avait une partie du fait d'être nouvelles, en fait, d'être Oui. étrangères avec leur accent et tout. Quoique l'accent ait déjà été un problème à l'école, au contraire, en fait. Mais elles n'avaient pas été élevées dans ce système qui valorisait la prise de parole à ce point-là. C'est tout. Et les Français, les jeunes Français, ils l'apprennent, et j'ai été impressionnée, épatée par les résultats. Même nos filles ont travaillé la façon qu'elle formulait des phrases et tout, et ça a changé la façon qu'elle parlait. Elle garde encore 5 ans plus tard, on entend encore les traces de leur année à Paris dans la manière qui s'exprime avec précision, avec voilà, c'est un peu ça. Est-ce que ça répond un peu à... J'étais un petit peu étonnée par la question, parce que pour moi, les Français sont toujours très orales, quoi. Très, qui parlent et qui doivent parler. Les enfants m'ont toujours, j'ai toujours été fascinée par les enfants qui s'expriment tellement bien, et c'est pas ce qu'on appelle casual, c'est pas décontracté, ils peuvent le faire, mais ils ont un niveau d'expression formelle qu'ils ont appris à l'école, qui se transmet dans tout ce qu'ils font à l'extérieur de l'école, là, qui me fascine, en fait. J'ai toujours trouvé que les jeunes Français parlaient mieux que nos enfants. Mais, ben, c'est ça, c'est un parti de ça. Puis, ouais, je pense que c'était un moment intéressant pour nous de voir
la vitesse avec laquelle les filles nos enfants se sont ajustés à ce changement, cette attitude, en fait. Mm-hmm. Oui, finalement, ça revient au passage par l'écrit. La précision est valorisée via le passage par l'écrit et ça se ressent finalement quand on s'exprime à l'oral. Ouais, exactement. Mais quand ils sortent, puis je raconte dans le livre l'anecdote d'un jeu tournoir à laquelle j'ai assisté à Paris, quand les Français qui sont très dans la préparation, quand ils doivent sortir de ça puis improviser, c'est pas nécessairement leur force. Le jeu oratoire est une invention, si je ne me trompe pas, britannique. Et les Britanniques excellent là-dedans. Ben, les Français, moi, ce que j'ai observé, c'est les Français du moment où, quand ils préparent, quand ils ont eu le temps de penser à la structure de ce qu'ils vont raconter, ce qu'ils vont dire, ils sont très, très forts. Il y a beaucoup de jeux de mots, beaucoup d'esprit, de l'humour, mais c'est vraiment très bien. Mais du moment où ils doivent improviser puis sortir du cadre, là, ils sont moins à l'aise. Mm-hmm. Et apparemment que c'est aussi un aspect qui est connu. En fait, on a consulté certains experts qui nous ont confirmé que c'est un problème d'improviser verbalement. Oui, donc finalement, c'est bien ça. C'est le passage par l'écrit qui permet d'affiner la langue et de viser une expression peut-être plus précise, mais dès qu'il s'agit d'improviser, oui, c'est plus difficile. Ouais. Mais je pense qu'il y a des gens, je veux dire, c'est comme tout, là, il y a des gens qui sont très, très forts là-dedans aussi. C'est pas... Oui. Après, il y a une question personnelle, oui. D'ailleurs, en fait, toutes les choses qu'on raconte dans le livre, c'est des généralités, c'est des généralisations qui ne s'appliquent pas à tout le monde, évidemment, mais c'est des outils pour comprendre la vaste majorité des situations. Puis, en ce cas-là... Oui, non, moi je suis d'accord, c'est pas du tout cliché, hein, c'est très intéressant, vraiment. Merci. J'ai encore une dernière question pour vous, parce que le blog s'appelle Culture Fleu, et je voudrais savoir en fait, qu'est-ce que c'est pour vous la culture? Mais la culture, je sais pas, je pense que certains gens pensent à la culture, la culture, ils pensent aux arts, à la musique, à la production intellectuelle, peut-être le pays, mais pour moi, la culture est toujours le mystère à percer, en fait. C'est les coutumes, les habitudes, c'est le non-dit, c'est l'espèce de structure derrière ce que les gens font, en fait, qui m'intéresse. Les codes. Pour moi, la culture, c'est vraiment de comprendre les codes. Donc, quand je voyage, j'ai envie de comprendre comment accéder aux gens. Puis, il faut comprendre leur culture, il faut comprendre leurs références. Mm-hmm. C'est la partie immergée de l'iceberg. Exactement, c'est ça. Puis la partie qui explique ce qu'on voit, en fait. Oui. C'est ça que je recherche. Puis c'est la culture selon la définition d'anthropologue, peut-être, plutôt qu'écrivain. Je sais pas. C'est quelque chose à explorer. C'est quelque chose à comprendre chez les gens et chez tous les gens, en fait, de toutes les classes, là. C'est ça qui est intéressant. Je prends soin de pas rester avec quand je voyage, de pas me limiter aux gens que je rencontrais normalement, mais d'essayer d'aller rencontrer des gens un peu en dehors du terrain inconnu. D'accord. Ben, merci beaucoup. Mais merci à vous, c'était super intéressant. Et voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur iTunes et en ajoutant un commentaire sympathique. Vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes et sur Android. Et n'oubliez pas que la discussion continue sur le blog culture-fleu.de où vous pouvez poser toutes vos questions. Nous y répondrons avec plaisir.